Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. On ne compte plus les personnages que vous avez incarnés au théâtre, à la télévision et au cinéma. Peu importe, car quand on aime, on ne compte pas. C'est paradoxalement en plongeant en profondeur dans le détail de chacun d'entre eux que vous avez atteint le sommet de votre art. Bonjour Xavier Gallet. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous avez un parcours incroyable de comédie, de théâtre, de compagnie. Et puis vous êtes à l'affiche du Cercle des Poètes Disparus, l'un des succès de la saison au Théâtre Antoine en ce moment. Donc on va évoquer votre parcours et votre arrivée dans la saison 2 de ce Cercle des Poètes Disparus à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 9 juillet 1996. Il y a une création à Avignon, le Concile d'amour, la première mise en scène de Benoît Lavigne, et vous y êtes. Exactement. Ah oui, c'est le tout premier projet, on va dire semi-professionnel, semi-amateur, je sais pas, dans lequel je jouais. Et j'ai fait ensuite 11 spectacles mis en scène par Benoît Lavigne, qui est devenu maintenant le directeur du Théâtre du Lucernaire et du Théâtre de l'Œuvre aussi. Alors, le Concile d'amour, c'est une pièce de 1895. C'est Dieu rendu furieux par le comportement dépravé de la cour du pape Borgia, charge le diable de punir l'humanité. Et la pièce a été confisquée, l'auteur s'est retrouvé en prison. Exactement, pendant plus d'un an, je crois, à l'époque, en 1886 ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui est extraordinaire, Xavier Gallet, c'est que cette pièce, vous l'avez jouée alors que vous êtes encore tout jeune et au conservatoire. Ah ouais, je crois même, pardon, je crois que je suis même pas au conservatoire. Non, j'avais 18 ans, j'étais en train de passer le bac. Exactement, oui. Ouais, exactement. Oui, alors en fait, on n'avait absolument pas... Moi, ça faisait déjà presque 10 ans que je faisais du théâtre amateur en cours, mais on n'avait absolument pas voulu passer de casting, c'était vraiment le théâtre. Et puis, un jour est passé comme ça dans un journal une annonce pour avoir un agent, et donc on avait envoyé une photo qui s'est retrouvée sur le bureau de cette petite agence le jour où Benoît Lavigne, qui avait un an de plus que moi, est venu chercher des comédiens pour sa première mise en scène. Et il a dit, le type là sur la photo, il ferait bien mon Jésus. Et ça tombait bien parce que je suis né le 25 décembre. Exactement, et une chanson d'ailleurs évoque cette date. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Ça, c'est un texte chanté par Tino Rossi qui date du début du 19e siècle. Il s'agirait de l'adaptation d'un ancien chant lorrain. D'accord. Et il se trouve aussi que Jésus, apparemment, n'est pas né à cette date, mais que c'est ce qu'on raconte. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais pour un enfant, franchement, naître un 25 décembre, c'est pas génial, Xavier Gallet. Écoutez, c'est ce qu'on me dit depuis bientôt 50 ans. Moi, j'adore. Je suis dans une famille et pas beaucoup d'argent. Et à Noël, on dépensait. Voilà, c'était le seul moment de l'année où on pouvait dépenser. Donc, j'avais des cadeaux pour le 24 et des cadeaux pour moi le 25. Et le 25 décembre, pour vos 5 ans, il y a un cadeau qui va vraiment forger votre destin. Exactement, puisque j'avais vu un petit spectacle de marionnettes à l'école. J'ai témoigné de mon admiration pour cet art auprès de mes parents qui ont la magnifique idée de construire un théâtre de marionnettes pendant une quinzaine de jours pour fêter mes 5 ans devant mes camarades. Et c'est le jour où je me suis rendu compte que je voulais faire ce métier-là. Oui, parce que je crois qu'ils avaient pris des draps et ils avaient peint dessus, car votre père, Daniel Gallet, est peintre. Et je crois qu'il avait eu, pour sa première participation en 84 au Salon des artistes français, une médaille d'or. Et je crois qu'il a eu un atelier au-dessus du théâtre de Vieux-Colombier. Exactement, et maintenant il est le président d'Art Capital, qui est le salon qui réunit les 4-5 salons historiques, voilà. Et effectivement, ils avaient décidé de dessiner sur des draps, un décor, et puis ma mère avait construit des petites marionnettes dans des chiffons pour me faire ce spectacle. C'était quelque chose d'artisanal, d'improvisé, qui a fondé mon désir de théâtre, oui. D'autant plus que vous avez vu vos camarades rêver, et c'est ça qui vous a touché, Xavier Gallet. C'est vrai, oui, vous savez tout. En fait, on en parlait il y a pas longtemps avec mes parents qui en même temps qu'ils faisaient le spectacle, voyaient les camarades et ils étaient tous complètement animés et moi j'étais plutôt sinistre, donc ils étaient d'humains sans s'être trompés, mais je sentais à quel point il y a un imaginaire qui était mis en route chez mes camarades et j'étais sérieux dans le sens où j'ai été foudroyé par ma vocation. Je veux faire rêver les gens, construire des histoires avec d'autres personnes pour faire rêver les gens, oui.
Oui, et à l'époque, je crois aussi que vous pensiez être le seul né à 25 décembre, alors que j'ai découvert 145 personnalités sur Internet nées à 25 décembre. Et il y a toutes les autres personnes aussi qui ne sont pas des personnalités, forcément. Oui, mais alors du coup, adolescent, enfin enfant, quand j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, je me suis dit que j'avais peut-être une mission qui, a priori, n'était pas de l'ordre de la religion, mais peut-être dans le théâtre. Et donc, il fallait faire entendre une parole, créer du lien, en tout cas, par le théâtre et par faire entendre la parole des poètes. Oui, et réintégrer de l'humanisme dans le théâtre aussi. Exactement, c'est autour de ça. En tout cas, la vocation de départ est liée à tout ça. Ouais. Et le théâtre amateur, ça commence à l'école? Oui, alors je sais pas à quoi vous faites forcément allusion. Vous avez fait plein de petites pièces. Oui, plein. J'ai commencé à l'école, en fait, au CM2, j'ai fait une première... pour une soirée de scène qu'on présentait aux parents, j'ai fait du queneau et j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait rire, et là je me suis dit, ouais, bon, vraiment. Et ensuite, j'ai dû faire un peu moins de 10 ans d'années de cours amateur, et notamment des pièces, aussi des spectacles de fin d'année, etc. Ouais. Oui, c'était votre meilleure matière, parce que le reste, c'était pas votre spécialité, Xavier Gallet. Bon, j'ai toujours été un élève moyen en tout, à part en récitation, effectivement, où les professeurs me délogeaient des cours pour venir dans leur cours à eux réciter quelque chose. Mais sinon, oui, heureusement que quelque chose s'est lancé à cet endroit-là, parce que j'ai mis aussi un peu toutes les billes dans le même panier dès l'adolescence. Ouais. Oui, et puis vous avez entamé des études de droit et vous les avez terminées au cours Florent. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu mon DUG, mais j'ai fait 4 ans de droit. Et à force, je me suis dit que non, il fallait vraiment essayer de passer le concours du conservatoire, qui était mon objectif depuis l'âge de 11 ans. Et il fallait que j'intègre une école un peu professionnalisante à Paris. Et effectivement, la dernière année où je me suis inscrit en droit, donc ça fait la 4e année, j'ai ensuite intégré l'école Florent en cours d'année. Je suis parti à la fin de ma première année pour aller au conservatoire. Voilà. Il se trouve que François Florent a dit de vous, son audition d'entrée me parut comme une audition de sortie. Tellement c'était bien. D'accord, on va dire ça. Il s'est dit, oh, j'ai rien à lui apprendre. Ben non, enfin, c'est gentil pour lui. Il a été très important. On s'est croisé peut-être 10 minutes dans notre vie lors de ce pour moi, mémorable moment qui m'a donné énormément confiance en moi. Il a eu aussi des mots pour moi en direct, et il a ensuite été un intermédiaire incroyable auprès de Jacques Weber. Oui, dont on va reparler. Mais il se trouve que vous aviez une scène fétiche à l'époque, je crois que c'était les méfaits du tabac de Tchekhov, Xavier Gallet. Ah oui, c'est une scène que j'ai travaillée en cours que j'ai découverte quand j'avais peut-être 16 ans, en cours amateur, et qui m'a suivi et qui me suit de temps en temps dans tous les galas, quand il y a un mariage ou quand il y a un anniversaire, on me demande de faire les méfaits du tabac, et j'essayais de la passer devant tous mes profs, et mes profs me disaient tout le temps, il n'y a rien à dire. Alors, vous avez fait un tabac, justement. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est ce qui m'a servi ensuite, donc à la classe libre, mais aussi à rentrer au conservatoire. Et au conservatoire, Xavier Gallet, quelqu'un vous repère, c'est Daniel Mesguich, tout de suite. Ah oui, tout de suite. Il avait vu mon 3e tour donc de concours. Je suis rentré dans sa classe. Il était mon professeur. Et au bout de 2 semaines, il m'a dit, j'ai une proposition indécente à vous faire. En même temps que les cours, vous allez faire 2 spectacles professionnels avec moi. Donc, ce sont mes 2 premiers spectacles professionnels. Et c'est du Échille et du Sophocle, je crois. Donc, Et vous étiez surpris ? Oh bah, j'étais très surpris d'être un élève, et puis déjà que mon professeur, qui pour moi c'est vraiment quelqu'un de très 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 important déjà, et qu'il me demande d'approfondir le travail. C'est vrai que je l'avais donc en cours dans la journée, et le soir je partais en province, en banlieue, pour répéter jusqu'à minuit les spectacles d'Electre et Médée. C'était une chance inouïe que de pouvoir avoir la théorie et la pratique dans la même journée avec la même personne. Et ensuite il y a Jacques Weber qui vous repère. Oui. Là aussi, c'est un moment important de votre carrière, Xavier Gallet. Ben oui, c'est le grand saut, là. Moi, jamais j'aurais imaginé... Je voulais faire du théâtre depuis tout petit, mais jamais j'espérais jouer des grands rôles comme celui de Cyrano. À 24 ans. Oui. À 24 ans, en fait, oui, Jacques Weber a décidé de monter le Cyrano de Bergerac, qu'il avait joué tant et tant de fois, pour son dernier spectacle en tant que metteur en scène et en tant que directeur du théâtre de Nice. Et il voulait s'entourer que de jeunes acteurs, c'est-à-dire qu'il voulait mettre en scène que des jeunes acteurs. Et on s'est choisi. Voilà. Et il se trouve qu'effectivement, vous êtes le plus jeune Cyrano de l'histoire. Derrière vous vient Jean Piat, qui a joué Cyrano 400 fois, mais à 40 ans. Ah ouais. 40 ans, ah ouais, je pensais que c'était 36 ou quelque chose comme ça, mais 40, bah ouais, moi j'avais 24 ans, mais du coup on entendait la pièce de manière
très différentes. On avait tous le même âge, Roxane, Christian et Cyrano, et tous les autres personnages. Ils partaient à la guerre, on avait l'âge de partir à la guerre. Hein. Donc on meurt, oui, en fait, le vrai Cyrano est mort, je crois, vers 43 ans. Donc le plus difficile pour moi, c'était le dernier acte, en fait, d'essayer de faire un saut en avant dans le temps. Mais il y a quelque chose du romantisme de Edmond Rostand qui ressortait vraiment. Parce que au moment où Cyrano retire effectivement le bandeau, enfin le chapeau, en disant voilà, en fait c'est moi qui t'aime, et on a en fait deux personnes qui peuvent encore faire leur vie, sauf qu'ils viennent prendre une bûche sur la tête. Ils ne feront pas leur vie ensemble. C'était assez... C'est assez émouvant, c'est pas nostalgique, c'est juste comme deux personnes, un garçon qui vient d'aller à la guerre et qui retrouve sa fiancée, et c'est fini. Et puis il y a eu quand même un autre grand moment grâce à Jacques Weber, votre première télé, Ruy Blas, où vous vous retrouvez face à Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Pour un début, c'est pas mal. Ouais, j'avais peur, j'avais très très peur. Ce qui m'a sauvé, c'est que c'était des vers et que c'était quelque part même... C'est un peu, j'étais jeune, mais j'avais fait beaucoup d'années de cours, donc j'avais beaucoup travaillé les alexandrins. Et en fait, oui, ce qui m'a sauvé, c'est que je maîtrisais à ma manière, mais les alexandrins, là où les autres étaient un tout petit peu plus fragiles, on va dire là-dessus, alors que par rapport à la caméra, là, c'était des encore une fois, c'était des maîtres et des professeurs qui m'ont fait grandir. Et vous avez grandi, et on va évoquer une autre date qui est importante dans votre carrière, le 19 avril 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Gallet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Gallet. Nous parlerons tout à l'heure du Cercle des poètes disparus que vous reprenez une semaine sur deux au Théâtre Antoine pour la saison 2, mise en scène par Olivier Soliveres. Et on en revient à votre parcours incroyable, le plus jeune Cyrano, début au théâtre à 5 ans, en famille. Et puis une date importante, le 19 avril 2004, vous êtes au Théâtre des Champs-Élysées et vous recevez un Molière dans la plus grande discrétion, parce qu'il n'y a pas la télé ce soir-là. Oui, j'avais complètement oublié. Ah oui, ça comme souvent. Oui, alors voilà, j'ai eu Molière. On savait, c'était une soirée incroyable parce que on ne savait pas si, donc non seulement c'était pas retransmis, mais en plus les rideaux ont été fermés, les micros aussi. Encore une fois, il y avait des soucis avec les gouvernements, les grévistes, tout ça, l'un et l'autre, et nous tous. Et donc voilà, peut-être la soirée n'aurait jamais lieu, et peut-être on ne saurait jamais qui a eu le Molière. Finalement, on les a fait, on les a sortis de carton en avant-scène. Il y avait tout le monde était sur scène. Ça a été une soirée magnifique. Et c'était un grand moment pour moi parce que c'est une partie de ma vie, je veux dire, qui passe là. C'est-à-dire que enfin, les pères considèrent que j'ai bien fait de faire ce métier. Je suis pas le seul, avec mes parents et quelques amis, à croire que c'était une voie possible pour moi. Oui, les gens du métier me disent oui, tu peux faire ce métier avec nous. On a envie de le faire avec toi. Tu as à grandir, ce n'est que la révélation, mais ça m'a soulagé. À partir de là, j'ai pas essayé de prouver que j'étais un acteur qui méritait de travailler. Il a fallu faire travailler à autre chose, à approfondir l'art. Voilà, mais il se trouve que c'est la pièce qui vous a donné ce premier Molière, c'est Roberto Zucco au Bouffe du Nord, qui est une pièce inspirée d'une histoire vraie. C'est un homme qui a tué ses parents à coups de couteau et qui a commis d'autres meurtres. C'est dur à jouer. Oui, c'est dur. Moi, c'était Philippe Calvario qui m'avait proposé ça. La pièce, je l'ai refusée pendant au moins 2 fois. Je pensais vraiment pas que je pouvais interpréter un fou romantique, dangereux, sexy. C'était vraiment pas dans mon ordre d'idée. Et en fait, j'ai jamais fait autant de cauchemars quand finalement j'ai accepté, qu'en travaillant ce rôle-là, peut-être Don Juan dernièrement, parce que j'ai plongé dans sa vie et il fallait trouver une connexion pour avoir une sorte de crédibilité. Et c'est allé chercher à des endroits que je ne soupçonnais pas en moi, de noirceur, de solitude. Et en même temps de désir de spectacle, de faire un spectacle de cette solitude et un spectacle mortuaire. Et finalement, il y a une sorte de fusion qui s'est fait avec le personnage et ça m'a révélé à l'acteur que je pouvais devenir, plus sensuel, plus animal que ce que je pensais être. Il se trouve que cette pièce a été créée à Berlin, qu'elle a fait scandale lors de sa création parce qu'elle se fondait sur des événements récents et que tout le monde s'en est emparé. Et en France, ça a été beaucoup plus calme avec vous au Bouffe du Nord.
il y avait de l'euphorie. On découvre un acteur, on découvre un metteur en scène. Oui, mais on est sur le sujet. Bien sûr, alors, plaisante, oui. l'année précédente, vous aviez aussi, je crois, joué beaucoup de bruit pour rien. Vous aviez été nommé au Molière. Et là, ça n'avait pas marché. Mais c'était une déception de ne pas être récompensé? Oh non, c'était une surprise d'avoir déjà été nommé. Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir été déçu. C'était très... C'était le coup d'essai. Toujours. Oui, puis c'était vraiment tellement inattendu. C'est un spectacle dans lequel j'ai été heureux. J'avais failli arrêter. Je m'étais dit que je voulais plus faire de théâtre parce que je sortais du conservatoire. Ça avait été... C'est une vie... étonnante en fait, que la vie de troupe, la vie de province, et finalement j'avais fait ce spectacle avec Benoît Lavigne encore, qui était un ami d'enfance, et ça avait relancé la joie d'être sur les plateaux. Alors quand vous recevez votre Molière, j'ai vu les critiques, on vous compare à Patrick Devers, je ne sais pas si vous le savez, Xavier Gallet. À l'époque oui, c'est vrai que souvent il y avait physiquement il y avait une sorte de comment on va dire, une émotion à fleur de peau, quelque chose de volontairement pas naturaliste, mais de plus contrasté qu'avait, je pense, Devers. Moi, j'étais absolument fan. Il avait ce talent de tenir une partition et en même temps d'inviter dans cette partition le présent, l'improvisation, et on sentait qu'il y avait une porosité entre le rôle et l'acteur. J'avais peut-être cette tendance quand j'étais plus jeune, oui. Il se trouve d'ailleurs qu'il a commencé plus tôt que vous, à 3 ans, je ne sais pas si vous le savez, il a été sur scène à Chaillot, dans Primrose de Robert Deflers, et qu'il y avait, parce que sa mère tenait un rôle dans cette pièce. Oui, c'est une famille d'acteurs, oui, bien sûr. Alors, il se trouve que pour en arriver là, vous avez énormément travaillé. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de rôles que vous avez eu au théâtre, quand on aime, on ne compte pas, mais vous avez travaillé dans un univers toujours très différent, Xavier Gallet. J'ai toujours voulu garder une sorte d'une part d'une liberté, de pas m'enfermer dans une seule famille, et une curiosité de l'autre, de celui que je connais pas, et qui va m'éclairer sur les possibles que j'ai en moi. Et ça a été un jeu des fois qui a peut-être un peu pu troubler certaines personnes, que de passer d'une esthétique à une autre, du théâtre privé au théâtre public, du théâtre classique au théâtre contemporain et expérimental des fois. Mais c'est une joie à chaque fois de rencontrer des univers qu'on ne maîtrise pas encore. Et on se ressource moralement à chaque fois. Moralement, artistiquement, humainement, c'est à chaque fois une réinvention de soi qui me maintient, qui maintient mon désir de vivre très vivant. Il y a eu Ondine, il y a eu Roméo et Juliette de Shakespeare, il y a même eu Du cristal à la fumée de Jacques Attali au Théâtre du Rond-Point, qui évoquait un moment très difficile. Oui, c'était un spectacle lecture, là aussi, dans la forme, c'était quelque chose de singulier. Jacques Attali avait récupéré des documents, des enregistrements, en fait, d'une réunion où il y avait tous les chefs nazis, il n'y avait pas Hitler, mais ils étaient tous là, sinon, le lendemain de la nuit de cristal, et qui ont évoqué, peut-être pour une des premières fois, visiblement, l'idée de la solution finale, et il fallait retranscrire cette réunion en lecture, et en même temps, c'était un moment très fort c'était Mesguich, Daniel, qui avait mis en espace. Et justement, il y a un autre moment très fort aussi, tout à fait différent, c'est Baby Doll, mis en scène par Benoît Lavigne, qui est l'adaptation d'un film tourné par Elia Kazan, qui a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Ah ouais, non, ça c'est une aventure extraordinaire. Moi, j'adore les auteurs américains. Contestataire et Tennessee Williams, Baby Doll avec Mélanie Thierry, et encore Benoît Lavigne au théâtre de l'Atelier. Ouais, ça a été une aventure, c'est très sensuel pour le coup. C'était un spectacle qui permettait presque de l'érotisme très sous-jacent. Les spectateurs étaient à fleur de peau. C'est un spectacle qui a bien marché. Oui, et d'ailleurs le film était aussi lui assez érotique puisqu'il a été interdit par l'Église à sa sortie. Carrément, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui. Et puis alors, vous avez quand même joué du Woody Allen avec 3 pièces courtes, Adultère. Et ça, oui, c'est encore un autre univers. Encore un autre univers, une écriture très rapide, très efficace. C'est un magnifique dialoguiste. Et là, il y avait dans la même soirée 3 rôles à jouer, très différents. Et je m'amusais à me transformer complètement. Mon plaisir, c'était quand les gens me disaient « Mais alors, tu jouais quoi dans la 2e pièce ?» Et vous savez, Xavier Gallet, vous avez un point commun avec Woody Allen. Il ne travaille qu'en buvant du thé vert. Et je sais que vous buvez du thé vert. C'est vrai.
Ouais, je bois que du thé vert. C'est fou, hein? Oui. Ah oui, très d'accord. Alors, ça veut dire aussi que il faut beaucoup de travail, il faut tout maîtriser, et quelquefois, il faut prendre des risques. Et il y a quelqu'un qui vous a marqué aussi, quelqu'un qui a joué un rôle que vous avez repris quelques décennies plus tard. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Gérard Philipe, le prince de Hambourg, qui a été créé à Avignon, et 60 ans plus tard, vous reprenez ce rôle. C'est quand même étonnant, Xavier Gallet. Oh bah vraiment, c'est un acteur évidemment qui a nourri mon enfance, mon enfance en tant que spectateur. C'est une étoile, c'est quelqu'un qui s'est engagé pour les citoyens, pour les artistes aussi, et qui était un poète en même temps, et jouer non seulement 60 ans, le même rôle 60 ans, mais dans la cour d'honneur, oui. Après Villars, c'était un moment important, bien sûr, poétiquement, et puis personnellement, c'était un rendez-vous, oui. Et ce qui est étonnant avec les rapports entre Jean Vilar et Gérard Philipe, quand Jean Vilar a proposé, je ne sais pas si vous le savez, le CID à Gérard Philipe a refusé. Et la réponse de Jean Vilar a dit « Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là » Et ça s'est arrangé après. Et vous avez aussi joué avec Michel Faux du Guitry à un moment où Michel Faux n'était pas aussi célèbre qu'aujourd'hui. Non, il venait juste de monter de manière assez brillante un Ibsen. C'était la maison de poupées. Et sinon, non, il commençait sa carrière, on va dire, populaire en tant que metteur en scène. Et il avait été professeur, un de mes professeurs à l'école Florent, qui ne m'avait jamais mis sur scène. C'est-à-dire que je n'étais pas dans sa classe, mais je suivais tous ses cours. Et chaque fois que quelqu'un qui n'avait pas de scène, il disait « Allez, quelqu'un passe une scène ». Moi, je levais la main, je dis « J'ai les méfaits du tabac, c'est un monologue. Non, je veux quelqu'un de ma classe ». Bah, là, je me suis vengé. Il m'a dirigé dans Sacha Guitry. Oui, la première pièce de Guitry, Nono. Qui a été écrit en 1905 et qu'il a joué en 1910. Et il paraît que vous étiez mis dans le personnage, vous étiez voûté, vous aviez un côté Guitry. Alors, pourtant, je jouais le jeune premier. Oui. Alors, en tout cas, j'avais fait un énorme travail sur l'expressionnisme, puisque Michel Faux travaillait là-dessus. Et donc, j'essaie toujours de travailler sur l'esthétique du metteur en scène, de voir comment ça peut me transformer, et soit physiquement, soit intérieurement. Bah là, visiblement, physiquement, ça a marché. Ça a marché, ouais. Alors, il y a le travail sur scène, mais aussi le travail en coulisses, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 27 mai 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Gallet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Gallet. Nous parlerons tout à l'heure du Cercle des poètes disparus que vous reprenez une semaine sur deux au Théâtre Antoine pour la saison 2, mise en scène par Olivier Soliveres. On en revient à votre parcours. Alors, on a évoqué votre parcours de comédien très riche et vos succès. Mais si je parle du 27 mai 2021, c'est la première d'une jeune troupe à la Salle Blanche qui joue La Grande Peur des Bien Portants. Et ça, c'est le premier spectacle de la Salle Blanche, qui est un cours de théâtre que vous avez créé. Oui, que j'ai co-créé avec Elisabeth Bouchot, une ancienne physicienne qui est directrice du théâtre de la Reine Blanche, théâtre des arts et des sciences, et mon camarade Florian Azoulay, qui est dramaturge depuis qu'on a rencontré ensemble Jacques Weber quand on était petit. À Nice, je crois. Et oui, lui, il est niçois, et donc effectivement, on s'était rencontrés à Nice. Et oui, alors l'école en fait fonctionne sur 2 ans, et la deuxième année, on crée, les élèves écrivent une pièce avec Florian que je mets en scène. Effectivement, Les Bien Portants, La Grande Peur des Bien Portants était le premier spectacle que nous avons créé, donc pendant le Covid, mais sur justement à l'époque c'était sur l'épidémie, les épidémies. Et c'était parti de texte d'Octave Mirbeau, qui est un écrivain considéré comme politiquement incorrect, mais qui est passé à la postérité. Alors, pendant le Covid, vous deviez au départ jouer à la Reine Blanche, justement, et vous êtes retrouvé à la Salle Blanche parce que il y avait des problèmes. Oui, alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en parallèle, je montais un spectacle écrit par Elisabeth Bouchot et Florian Azoulay, Majorana 370, avec d'anciens élèves un certain de mes anciens élèves du conservatoire. Et ce spectacle-là a été annulé. En parallèle, dans un autre endroit à la Salle Blanche, les cours, eux, continuaient.
voilà. Par Voilà. contre, ouais. C'était dur ce Covid, mais en même temps, c'était une mission, parce que créer une école de théâtre, finalement, c'est une forme de transmission qui est importante pour vous, Xavier Gallet. C'est fondamental. On pourra en reparler avec le Cercle des Poètes Disparus, mais quand j'ai vu le film, j'avais 15 ans, et à 19 ans, je créais mon premier cours. J'ai toujours eu la conscience qu'il fallait un jour rendre ce qu'on était en train de me donner. Et quand le conservatoire, c'est Daniel Mézige qui m'a proposé de devenir professeur au conservatoire, quelques années avant que la salle blanche, sauf, je crois que c'était en 2013, oui. Ouais, voilà. Et il était à l'époque directeur du... Voilà, c'était la fin. Il savait qu'il partait, mais il m'a dit, moi, on m'a nommé, j'étais tout jeune et je m'étais juré avant de partir de nommer un tout jeune professeur. Moi, j'avais 36 ans, je crois, donc c'était un jeune professeur du conservatoire. Et en fait, effectivement, j'ai voulu aussi monter ma propre école, on va dire, parce que c'est quelque chose de fondamental que la transmission. C'est moi, un jour, on ne pourra plus faire de théâtre et ce sont les jeunes qui le feront. Il faut leur partager une certaine méthodologie, une exigence, une éthique presque du jeu, surtout à une époque où il y a beaucoup d'influences diverses. Donc j'avais envie de porter ma voix auprès des jeunes gens. Ouais. Oui, et transmettre une culture, ce qui dans le monde actuel n'est pas évident. Oui, alors effectivement, par l'intermédiaire de Florian, qui est dramaturge et professeur de philosophie, d'histoire, les élèves ont presque autant de cours de culture générale autour de l'art que de plateaux. Oui, ça nous semble important d'avoir des acteurs qui soient pas simplement des marionnettes ou des techniciens, mais aussi des penseurs, des gens qui ont un point de vue sur leur art, sur le monde, et qui entrent en dialogue avec les artistes que sont les poètes et les metteurs en scène. C'est d'autant plus important à une époque où certains considèrent que le passé, on peut s'en passer justement. Oui, alors, certaines personnes s'en passent. Nous faisons pas partie de ces gens-là. Oui, ils tentent de s'en passer. Non, nous, on fait partie des gens qui acceptons de connaître nos racines pour avoir une chance d'inventer quelque chose. On peut pas partir à l'aveuglette. Alors, des écoles de théâtre, il y en a beaucoup, mais la vôtre est différente. Vous la définissez, Xavier Gallet, comme un espace alternatif d'apprentissage et de créativité. Voilà, par exemple, c'est en tout cas un endroit familial, sécurisé, on va dire, où les jeunes gens partent à la rencontre d'eux-mêmes par le regard des autres, par la découverte des autres aussi. Voilà, c'est une sorte d'école où on est curieux de rencontrer l'autre pour mieux approfondir sa voix singulière. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas et que vous aviez au fond de vous-même. Oui, alors il y a une chose que moi j'ai jamais découvert, que j'ai jamais rencontré dans tous les cours que j'ai pris et dans les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, c'est notamment la transdisciplinarité. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup d'écoles où le jeu de l'acteur et l'étudiant travaille aussi sur la danse, sur l'histoire, sur le chant, mais tous ces cours sont détachés les uns des autres. Or moi, dans ma discipline, dans l'exercice de mon métier, j'ai toujours essayé de mélanger tout ça et tous ces langages, toutes ces disciplines. Et donc là, c'est une école qui tente de réunir, de lier tous les cours entre eux, de façon à ce que l'acteur puisse s'en saisir de manière après assez personnelle et fluide. Et on peut aller dans votre école à tous les âges? Oui, on n'a pas mis de limite d'âge, en tout cas à partir de 18 ans, mais après, il n'y a pas de limite d'âge. Alors, chaque fois, c'est un spectacle différent, et toujours, c'est un spectacle inédit, souvent contemporain, que vous montez en fin d'année. Oui, en fait, effectivement, nous, on est spécialiste avec Florian de l'adaptation théâtrale. Donc, on part de plein de sources, que ce soit des sources théâtrales, romanesques et plein d'autres sources, qu'on apprend aux élèves à les mélanger et à écrire à l'intérieur de façon à faire un spectacle contemporain, mais qui va chercher, comme vous le disiez, des racines dans la littérature dans la ancienne, mais c'est très varié, sur des thématiques contemporaines. Voilà, et par exemple, il y a un spectacle qui s'appelle Virginia Christie, mélange de Virginia Woolf et d'Agatha Christie, ce que je n'avais jamais vu nulle part. Non, c'était une manière de retraverser le crime de l'Orient Express via le prisme de Virginia Woolf, donc plus spirituel, on va dire, et plus poétique. C'était passionnant à mettre en scène, parce que moi je reçois des commandes en fait, oui, de la part de mes élèves et de Florian Azoulay qui dit voilà, on a écrit pendant 5 mois ça, maintenant il faut que tu nous diriges, et c'est une surprise pour moi, encore une fois, j'adore. Oui, en plus Agatha Christie était quelqu'un de très particulier parce que elle a commencé à écrire un roman pour le plaisir parce qu'il lui manquait quelques sous, elle l'a vendu 3 francs 6 sous, et elle n'imaginait pas qu'elle ferait une telle carrière ensuite.
Et quelle carrière. Exactement. Alors, justement, avec Florian Azoulay, vous avez aussi créé une compagnie, KGA. Et ça aussi, c'est une autre aventure à laquelle vous attachez beaucoup d'importance. Oui, bah ça fait très longtemps. Et, on y travaille de manière, on fait de l'adaptation, de la mise en scène. Toujours à la recherche des écritures contemporaines, mais à partir d'une matière qui serait une matière classique ou romantique. Mais on écrit, en tout cas, on aime faire entendre la littérature. Moi, j'adore au théâtre ne pas simplement parler qui est seulement une situation ou des dialogues, mais qu'on fasse confiance, en fait, qu'on active l'imaginaire des spectateurs par la langue. Moi, je suis attaché à la langue des poètes, et donc on réfléchit à faire des objets, on va dire, contemporains, notamment avec le son. Là, on a un micro, on a des casques ensemble tous les deux, et j'adore travailler avec ce matériel-là à mettre le spectateur au plus proche de l'écriture des poètes. Oui, ce qui est assez nouveau, parce qu'en général, le théâtre contemporain, c'est fait de façon incompréhensible. On voit pendant 4 heures des gens autour d'une piscine, on n'y comprend rien. Vous, c'est vrai, c'est du théâtre contemporain, mais inspiré justement par des sujets profonds. En tout cas, on essaie on est nourri, enfin, vraiment d'une culture classique, théâtrale classique. En termes de construction, en termes d'espace, en termes de jeu, en termes de rapport au public, et c'est nourri par ce goût-là qu'on essaie ensuite de simplifier, de travailler sur le minimalisme, de pas travailler sur la conjoncture, sur des thématiques de conjoncture, mais sur des thématiques plus universelles. Et c'est ce qui nous semble être plus contemporain. Et il y a un seul en scène que vous avez joué avec cette compagnie, qui est le mélange des 2 premiers romans de Pierre Loti, Asiade et le fantôme d'Orient, qui est devenu le fantôme d'Asiade. Là, ça a été aussi quelque chose de très compliqué. Oui, dans l'écriture, c'était compliqué de mélanger deux œuvres, même si elles étaient reliées thématiquement, de faire entendre aujourd'hui, d'accepter que les gens se pose dans un fauteuil et écoute pendant 1h30 la langue de Pierre Loti, qui est une langue ouvragée, qui parle de la Turquie et des fantômes et de l'amour, donc, mais quand même dans une langue particulière. Et je m'étais imposé, alors moi, mon travail est plutôt animal et très physique, là je m'étais imposé de rester pendant 1h10 sur une chaise avec un micro, et je ne bougeais que la main droite. Donc tout était dans l'évocation, la force du verbe, et l'évocation presque pour que chaque spectateur puisse partir dans un cinéma intérieur. Pierre Loti, qui était un écrivain mais aussi un officier de marine, et un jour il doit écrire à Victorien Sardou qu'il n'aime pas. Il lui adresse la lettre suivante: à Victorien Sardy, Marlou le roi, et il termine en mettant son grade d'officier de marine. Et en réponse, Victorien Sardou lui écrit une carte à Monsieur Pierre Lotto, capitaine de vessie. Ils avaient de l'humour. Bah oui, ils s'amusaient bien. Et puis il y a eu aussi Dostoïevski avec Les Nuits Blanches, là aussi qui a été une aventure incroyable, Xavier Gallet, qui vous a mené au-delà de la France. Il y a eu les États-Unis avec le Princeton French Theatre Festival. Oui. Ah oui, alors c'est pas tout à fait ça. Le Dostoïevski, effectivement, c'est un spectacle que j'ai monté, mais là vous parlez peut-être d'une autre adaptation de Knut Hamsun. Oui. En fait, c'est Fin, qu'on a joué c'est Arthur Nosiciel, un grand metteur en scène avec lequel je travaille régulièrement, qui a mis en scène ce monologue que je jouais, qui était un projet que je voulais vraiment faire depuis longtemps, et qui m'a amené effectivement à Princeton, effectivement. Et comment ça s'est passé, ça? C'est incroyable de se retrouver à Princeton. Oui, c'est incroyable. En fait, on a là-bas un professeur de français de théâtre qui étudie là-bas, qui enseigne là-bas à Princeton, et qui organise un festival de spectacles seuls en scène, français. Et donc c'était l'occasion d'aller là-bas. Et ensuite, il m'a réinvité pour en faire une masterclass. J'étais fier. Oui, il faut savoir quand même qu'à Princeton ont été formés 65 prix Nobel et 3 présidents américains. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Hein. Non, le lieu est magnifique. Et puis, il y a eu un événement, je crois que la première retransmission d'une pièce de théâtre en Zoom, vous y êtes pour quelque chose, Xavier Gallet. Moins modestement, j'étais interprète. Oui. Mais c'est Arthur Nosiciel, effectivement, qui avait monté Splendids de Jean Genet avec des acteurs américains et moi, qui parlais américain comme je pouvais. Et déjà, c'était magnifique parce qu'on avait répété le spectacle à New York, et puis on l'a tourné un peu partout en France et dans le monde, et est arrivé le Covid.
Et on s'échangeait encore des mails, enfin pas des mails, des zooms. On se disait mais qu'est-ce qu'on va faire? On est tous éclatés dans les quatre coins du monde et on n'a qu'à répéter entre nous juste pour le plaisir. Et en fait, Arthur a dit mais en fait, on va essayer de convoquer des spectateurs. Et c'était magnifique parce que nous étions, donc on a fait un spectacle vraiment pour Zoom, avec la langue et l'histoire de Genet, mais on était tous dans des petites vignettes, et comme les personnages sont comme dans des geôles de prison, chez Genet, ça fonctionnait bien. Mais on a découvert ensuite que les spectateurs étaient du Japon, en Inde, aux États-Unis, et c'était un moment très très fort. Ce qui était bizarre, c'est qu'au moment des applaudissements, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bruit, et j'étais tout seul, en fait, j'étais parti pendant 2 heures, et j'ai éteint, et j'étais tout seul, voilà, dans une petite pièce. Et c'était très étrange. Mais Zoom, ça a été un succès incroyable. Ça a été fondé en 2011 par un ingénieur qui s'appelait Eric Yuan. Et en 2 ans, il y avait 10 millions d'utilisateurs. Et ça a changé le monde. Oui. Et d'ailleurs, pendant le confinement, la tendresse d'une chanson créée par Bourvil, il y a des tas de jeunes qui se sont mis dans des petites cases et qui l'ont repris et interprété. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence. Ça me dit quelque chose, ouais. Sur Internet, c'est un grand moment. Beau, ouais, parce que ça a quand même été difficile pour un comédien, ce Covid, cette pandémie. Ah bah, c'est sûr qu'on a l'habitude de travailler sur le lien, hein. On essaie de créer du lien, donc c'était éprouvant de se retrouver d'un seul coup isolé, c'est sûr. Après, ça a été un moment aussi où beaucoup de gens, la première pandémie ou premier confinement, où en fait les gens ont pu aussi retourner à l'écrit et à la méditation, et j'ai remarqué que depuis tous les spectacles dans lesquels j'ai travaillé, il y avait une tendresse, justement, vous parliez de tendresse, que j'avais pas forcément vue avant. Entre les partenaires de jeu, avec les productions et avec les spectateurs. Ben justement, le spectacle d'aujourd'hui, on va l'évoquer à travers la date du 4 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Gallet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Xavier Gallet, mon invité. On a vu votre parcours entre le théâtre et le cinéma, la télévision, tout ce que vous avez fait, y compris aux États-Unis, y compris par Zoom. C'est quand même un parcours très très fort et vous le continuez aujourd'hui d'une autre façon avec un retour à la scène au Théâtre Antoine 1 semaine sur 2 depuis le 4 janvier 2025. Vous êtes dans le cercle des poètes disparus. Vous avez pris la relève de Stéphane Fraisse qui est parti en tournée. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure ? Ah, alors ça, je sais pas comment j'y suis arrivé, je sais pas trop, mais en tout cas, on m'a contacté un jour en me demandant si éventuellement ça m'intéressait, si j'étais libre et si je voulais rencontrer les équipes pour faire des auditions, hein, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais c'est très très bien comme ça. Et c'est marrant parce que, évidemment, c'est un film, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui a marqué mon adolescence. Et quand j'ai vu les affiches il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai trouvé que c'était une idée formidable. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il ne m'ait pas demandé, parce que ça m'aurait intéressé. De pouvoir parler avec Robin Williams, par exemple, ne serait-ce que pour ça. Oui, il se trouve d'ailleurs que Robin Williams n'était pas au départ le premier rôle, celui qui avait été choisi. Il y avait Dustin Hoffman, il y avait Bill Murray, Mel Gibson et Alec Baldwin qui étaient sur le coup. Et finalement, Robin Williams a eu le rôle. D'accord, ça je savais pas qu'il y avait autant de... D'accord, qu'il arrivait après tous ces gens-là. Alors, ce film, on va bien sûr l'évoquer avec la pièce et on va écouter la bande originale. Donc au départ, vous voyez le film comme tout le monde, comme des millions de personnes au cinéma, et ce film vous a marqué. Ah oui, il m'a marqué immédiatement, évidemment, parce que déjà ça parle de poésie, de théâtre. Moi, je me suis pas projeté tout de suite dans le rôle du garçon qui veut faire du théâtre. Je me suis immédiatement projeté dans le rôle de Robin Williams, qui était professeur et qui avait une manière si singulière d'encourager les jeunes gens à devenir eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça m'a tellement bousculé que 3 ans après, j'ouvrais mon premier cours de théâtre. J'avais a priori pas grand-chose à dire, mais quand même 11 ans de formation. Donc c'était d'abord ça, ouais. Et ça a été, oui, comme pour beaucoup de gens, un film phare, fondamental, fondateur. Ce qui était le cas d'Olivier Soliveres. Quand il a vu le film, il a dit « ça me ressemble » et il a mis 11 ans à récupérer les droits et à monter le spectacle. Exactement, comme quoi les rêves, il faut les tenir, hein, parce que ça là, aujourd'hui,
il est très respecté, notamment pour ce spectacle. Et donc, vous avez en vous quelque chose, non pas de Tennessee, mais de John Keating, je crois, parce que ce personnage qui veut justement être anticonformiste, c'est un petit peu votre parcours, Xavier. De fait, c'était pas forcément nommé comme ça de moi vis-à-vis de moi, mais effectivement, j'aime bien être aux endroits où on ne m'attend pas forcément. J'aime bien tenter de me réinventer par l'inconnu, et j'adore surtout, j'adore les autres, et c'est ce que porte John Keating. Alors, justement, reprendre ce rôle sans ressembler à Stéphane Fraisse ou à Robin Williams, c'est pas évident. Non, ce sont déjà, on a deux propositions quand même radicalement différentes entre Robin Williams et Stéphane Fraisse. Quelque part, j'ai l'habitude de passer après Laurence Olivier, Louis Jouvet, Gérard Philippe. Souvent, c'est ça avec les rôles classiques. Et c'est un rôle classique, John Keating, quasiment. C'est un mythe comme ça. Donc non, c'est pas facile, mais j'aime bien regarder quand même ce qui s'est fait avant moi pour comprendre ce que je pourrais creuser comme piste, ou au contraire les pistes qui ont déjà été évoquées, et trouver un endroit où moi je pourrais faire entendre quelque chose qu'on n'a pas entendu. Là, c'était un peu le cas avec Stéphane Fraisse. On est des natures d'acteurs très très différentes. Il fait entendre quelque chose que j'aurais pas imaginé qu'on pouvait faire entendre, et en même temps ça me laissait la voie pour aller ailleurs, et par contre avec Robin Williams, peut-être je suis un petit peu plus proche de sa vision du rôle, voilà, mais il y avait quand même de la place entre les deux pour trouver la mienne. Alors justement, c'est une caractéristique que vous avez, et prenons l'exemple du Cercle des Poètes Disparus. Comment on travaille un rôle pour en faire un personnage qui vous ressemble et qui soit différent des autres? C'est un long processus, chacun a le sien. Moi, je travaille énormément d'abord sur la partition écrite, qui est en fait la pointe de l'iceberg qui nous est donnée. C'est-à-dire que c'est pas la pensée du personnage, c'est une partie de sa pensée, celle qui a besoin d'être exprimée, qui arrive à être exprimée. Voilà. Mais alors ensuite, il y a tout le reste. Moi, je m'intéresse beaucoup à partir de sa pensée écrite, à sa pensée physique, au langage corporel. Donc je fais des liens avec certains animaux, par exemple, mais aussi, j'essaie de lui inventer une vie, et dans cette vie, j'essaie de trouver des liens avec mon imaginaire, plus que ma propre vie, ça m'intéresse pas trop, mais avec mon imaginaire. Et à partir de là, j'essaie de voir comment les mots que je dis en fait sont juste le résultat de tout un parcours intérieur. Voilà. Ce sont des semaines de travail en profondeur. Oui, des semaines, des mois, des fois, oui. Mais il y a un grand intérêt en fait, j'essaie d'écouter ce que le rôle a à me dire. J'essaie de me laisser vibrer par ce qu'il m'est dit. Et ensuite, j'essaie de répondre au rôle avec une vision singulière. Voilà. C'est pas si fréquent ce que vous faites, Xavier Gallet, aujourd'hui, parce que beaucoup de comédiens arrivent, lisent leur texte, le jouent, et puis c'est parti. Et c'est parti, c'est déjà pas facile, oui. mais effectivement, le travail de construction, le travail de... par exemple, je lis, évidemment, là, il s'agit de John Keating, il évoque des auteurs qu'il transmet. Ce sont des auteurs que, évidemment, je suis allé lire. Il s'avérait que j'en avais déjà lu quelques-uns, mais je vais approfondir pour essayer d'être au plus proche. En fait, un rôle, pour moi, c'est une aventure. C'est une aventure qui m'est offerte dans ma vie d'humain. Donc c'est un voyage, je le prends comme tel. Je le prends pas comme quelque chose de superficiel, mais vraiment comme l'opportunité de grandir grâce à l'autre. Et d'ailleurs, l'expression Carpe Diem, aujourd'hui, on la connaît grâce au Cercle des Poètes Disparus. Je pense qu'avant, peu de gens savaient ce que ça voulait dire. Je suis pas sûr, ouais. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la phrase de Carpe Diem, cueille le jour présent sans te soucier du lendemain, elle est sur la façade du Chinese Theatre de Los Angeles, sur la plaque qui rend hommage à Robin Williams. Je sais pas. Alors, il se trouve que ce travail, vous devez aussi apporter du rêve dans chacun de vos rôles. Et là aussi, le rêve est important, et il faut que ce rêve vous ressemble aussi. Alors, le rêve, c'est-à-dire que, en tout cas, j'espère effectivement, après tout ce travail-là, on pourrait être tenté de vouloir montrer le travail qu'on a fait. Maintenant, mon travail avec un peu d'expérience, c'est d'essayer d'être nourri d'un travail, mais d'avoir la pudeur de ne pas tout montrer, pour laisser un espace au spectateur, un espace dans lequel chaque spectateur va pouvoir effectivement rêver, prendre part avec son propre imaginaire, sa propre vie. Mais vous êtes dans le noir, les spectateurs sont dans la salle, mais il y a presque une fusion entre les comédiens et les spectateurs dans cette pièce.
Oui, alors dans cette pièce en particulier, si on veut, oui, bien sûr, parler de cette pièce, ce que je trouve extraordinaire depuis qu'on a commencé, c'est de voir des salles qui sont remplies déjà, mais remplies de gens qui n'ont absolument pas le même âge. Donc, il y a déjà dans la salle, à mon avis, une fusion qui se fait entre les jeunes gens et leurs grands-parents et les parents. Et tous les milieux sociaux, on va dire, voilà. Et ensuite, avec le plateau, parce que c'est pareil, sur le plateau, il y a tous les âges, donc il y a beaucoup de points de vue différents sur des sujets communs. Et je pense que c'est la pensée, c'est le cœur qui arrive à circuler entre la salle et le plateau. C'est très bien fait. La mise en scène d'Olivier Soliveres facilite, on va dire, le flux, les fusions d'énergie entre la salle et le plateau. Il a commencé par des spectacles pour enfants loin des médias, mais qui affichent complet depuis des années. Et c'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Du coup, il est presque en train de former un public, puisque les jeunes gens qui ont vu les spectacles pour enfants quand ils étaient petits, maintenant sont adolescents et viennent voir le Cercle des Poètes Disparus. Donc il y a une continuité comme ça qui est formidable. Et puis il y a un prologue, c'est aussi sa marque de fabrique que vous jouez, parce qu'avant le spectacle, il se passe quelque chose, Xavier Gallet. Carrément, moi quand je suis venu en tant que spectateur, j'ai été surpris de ce prologue et j'ai été amusé, enthousiasmé, et on arrive au début du spectacle avec la salle arrive au début du spectacle et les acteurs avec ce prologue déjà qui a mis tout le monde en éveil, en joie, et on est prêt à recevoir les mots de l'auteur, mais vraiment avec joie. Et vous avez un point commun avec le professeur Xavier Gallet, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous battre pendant des années pour imposer un texte pour aller jusqu'au bout de votre aventure. J'espère bien. Oui, mais c'est pas si fréquent, il faut beaucoup de courage et d'énergie. Ouais, mais enfin, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand on est comme ça au service des poètes, c'est de pouvoir se battre, et pour pouvoir montrer des projets, pour pouvoir faire entendre une langue, et puis une fois qu'on la joue, c'est extraordinaire de pouvoir la jouer très 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 longtemps. Ouais. Et est-ce que vous pensiez, quand vous avez débuté, que vous feriez autant de choses ? Absolument pas. Je me revois encore dans le jardin, en train de faire le jardin, et retirer les mauvaises herbes et rêver de pouvoir faire un peu de théâtre le week-end. Non, je pensais pas faire autant de choses. Je remercie la vie pour ça, parce que c'est une invention de soi permanente qui est très très joyeuse. Et puis il y a une autre caractéristique que vous avez été un pionnier, Xavier Gallet, des lectures publiques. C'est-à-dire que vous avez une centaine de lectures, à la fois dans le théâtre et ailleurs, et ça, c'était pas si fréquent quand vous avez commencé. Non, c'est vrai que Lucchini avait déjà lancé la chose, mais il y a tout un réseau maintenant d'endroits sur tout le territoire, de gens qui adorent écouter des textes sans qu'il y ait forcément de mise en scène. Et moi, j'adore ce rapport intime avec à la fois l'auteur et les spectateurs, d'être au plus proche de l'écriture, de la ponctuation, et avec rien, partir comme ça dans l'imaginaire. Je trouve ça magnifique, et c'est vrai que j'ai la chance d'en faire dans des lieux très très différents, aussi bien institutionnels que des associations. C'est merveilleux. Oui, il y a des soirées privées chez les grandes marques et vous faites des lectures. Alors certains ont l'impression que les lectures c'est facile pour un comédien parce qu'il n'a pas à apprendre son texte. Non, alors c'est non. Au moins quand on apprend le texte et qu'on répète, on a tenté beaucoup de choses avant de pouvoir arriver devant le public. Là, en l'occurrence, on n'a pas suffisamment travaillé pour être complètement solide, et en même temps, il faut avoir travaillé si on veut pas simplement se faire écouter soi, mais qu'on veut faire entendre la rencontre qu'on a faite avec un auteur. Donc c'est quand même un travail de faire entendre un auteur, la spécificité de son rythme, ses champs lexicaux, la sensualité des mots qu'il choisit. Et puis, alors, on vous voit peu au cinéma, à la télévision, parce que vous n'avez pas le temps, mais il y a quand même un personnage qui a marqué le public, c'est le personnage de Laurent Dupré dans la série Sur le fil. Oui, ça m'a marqué moi aussi, parce que c'était un personnage complètement, un flic complètement fou, magnifique à jouer, parce que très contradictoire, à la fois épouvantable et en même temps touchant, et il s'intégrait à une série de troupes, donc je retrouvais aussi l'aspect théâtral de la troupe. Il y avait tout un groupe de policiers
joué. Et on a fait 3 saisons de cette série. Le rôle était très très beau. Mais vous avez fait peu de télévision finalement. Bon, en télévision, j'ai réussi quand même à trouver des créneaux pour en faire, et peu de cinéma en fait, oui. Mais ce sont des plannings qui fonctionnent pas forcément bien avec le théâtre, donc mais ça me manquait pas quand j'étais petit. Je voulais vraiment faire du théâtre, et puis c'est vrai qu'avec le temps, maintenant, je me dis que le rapport à la caméra, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore très bien, et du coup c'est une nouvelle aventure possible qui m'excite un peu. Alors l'aventure actuelle, donc c'est jusqu'en juin, 1 semaine sur 2 je crois au Théâtre Antoine, parce qu'il y a une pièce en alternance. Oui. Et ensuite qu'est-ce que vous avez déjà envie de faire d'autres choses, de continuer cette aventure, d'en faire d'autres? En fait c'est une aventure que j'aimerais bien poursuivre, parce que j'arrive à un âge où en fait le rôle est en pleine correspondance avec ce que je défends. Donc dans la journée je continue à donner des cours, le soir je joue un professeur avec ses élèves. Je trouve ça tout à fait cohérent pour moi pour l'instant. Après, non, il y a plein d'autres projets, bien sûr, mais pour l'instant, j'attends de voir. Mais c'est encourageant dans notre société d'aujourd'hui que le cercle des poètes disparus touche autant de gens de toute génération. Ben, c'est vraiment je pense, déjà, le public adore découvrir des jeunes gens. Et moi, je suis très fier de pouvoir jouer tous les soirs à côté de jeunes comédiens qui vont faire des carrières, ils ont du talent, et de voir qu'il y a des jeunes spectateurs qui les découvrent, et des moins jeunes, et qui vont ensuite construire une histoire avec eux. Et moi, je suis là aux premières loges de ça. On adore voir des jeunes gens talentueux commencer leurs premiers pas. Voilà. Et en même temps, vous les aidez au théâtre, en coulisses et sur scène. Et puis, j'encourage celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu le Cercle des Poètes Disparus, de foncer au Théâtre Antoine 1 semaine sur 2, parce que vous allez passer un moment très particulier, et justement en particulier grâce à vous, Xavier Gallet. Merci. Merci à vous. Merci, continuez comme ça, ne changez rien. Changez tout donc, oui, tout exactement. le temps en permanence. Oui. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.